Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui Gérald Faure. On vient de voir une super interview, super conférence dans la Brigade des Chefs, notre communauté premium. Et du coup, le but c'est de vous débriefer maintenant tout ce qu'on s'est dit, avec un sujet qui touche énormément d'entre vous, le positionnement généraliste, spécialiste. Gérald, comment ça va? Bah écoute, ça va, j'ai été super bien accueilli, donc merci pour l'invitation et ravi de faire cette vidéo en suivant. En sachant que du coup, Gérald, c'est quand même un mentor business pour moi. J'ai passé presque 3 ans dans son mastermind. Là, il y a une pause. C'est pour mieux y revenir plus tard. Et là, l'enjeu, vraiment, c'était qu'avec sa présence, on vient d'avoir des conseils de haut niveau et surtout qu'on explore une partie qu'il raconte peu sur les réseaux. C'est comment il a démarré en tant que freelance, puis comment est-ce qu'il a monté une agence, parce que finalement, on partage quelque chose d'assez fort, c'est le goût du web avec Gérald. Du coup, comment ça a démarré pour toi? Ben, ça a démarré en parallèle de l'école d'ingé, puisqu'il fallait que je gagne un petit peu d'argent, que je me débrouille pour payer les deux, trois trucs qu'on a à payer quand on est étudiant. Et donc j'ai fait des petits sites pour mon club de rugby, pour les prestataires que mes parents avaient l'habitude d'avoir. Par exemple, enfin là, je donnais l'anecdote, la coiffeuse, voilà, les anciens collègues de mon père qui avaient monté une boîte, enfin le petit resto aussi, ou pareil, le dimanche on y allait en famille, etc. Donc c'était mes premiers sites, un petit peu à la bonne franquette, et puis j'ai structuré ça après par la suite. Suite à un stage alterné. En fait, mon maître de stage est devenu mon premier client officiel, et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait monter ma boîte à ce moment-là. Et ce qu'on se disait, c'était qu'en gros, quand on démarre, un positionnement généraliste, il est obligatoire, en fait. Ouais, t'es obligé. Au départ, en fait, tes premiers clients, c'est des gens qui te connaissent, qui ont envie de t'aider, qui ont envie de te soutenir, etc. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme réseau, comme je te disais, sauf quelques quelques exceptions. Tout le monde a besoin d'aller chez le coiffeur. Donc du coup, en fait, on peut pas dire que voilà, on peut pas le faire. Ce qui est trop bien avec une coiffeuse, et c'est trop bien, on bénit les coiffeuses pour ça, c'est qu'elles sont bavardes. Et donc du coup, il faut expliquer. Je fais ça, je cherche à faire des sites internet. Est-ce que voilà. Et donc en fait, voilà, dire j'ai pas de réseau, je sais pas quoi, c'est pas vrai. Ça c'est un truc. C'est un mytho de dingue. Et donc en fait, on peut, voilà, si on évangélise ce que l'on fait, qu'on en parle, ben ça marche. Et donc au départ, notre positionnement, bah, c'est notre sympathie, c'est notre, voilà, c'est nos proches. Moi, je vis en Dordogne. Hein. Je vis pas sur la 5e avenue à New York, donc il a fallu essayer chercher les premiers clients. Carrément, d'autant plus que c'est des débuts modestes. C'est le réseau du premier cercle, c'est des sites à quelques centaines d'euros. Alors c'était il y a un petit moment, du coup, Et maintenant. oh, t'as qu'à dire que je suis vieux, hein. On a le Je même pense âge. que j'ai commencé à la même époque, hein, et je pense que j'ai fait exactement pareil. Donc franchement, zéro jugement. Et puis un jour, il y a un moment pivot où tu découvres les muses. Ouais. En fait, un jour, je me retrouve avec un site, donc une muse, hein. C'est en gros un site de e-commerce, mais pas forcément de commerce physique, hein. Ça peut être aussi des microservices qui sont vendus en automatique. Et je me retrouve voilà, j'ai raconté l'anecdote plusieurs fois, mais je me retrouve avec un site sur les mains, entre guillemets, un site que j'ai codé pour un client qui ne m'a jamais payé, qui est premier dans Google et qui génère du chiffre d'affaires tous les mois. Et en fait, bah, j'ai plus de nouvelles du client et je me retrouve à faire en gros, le concurrent de ce site-là, vu que je connaissais la thématique, etc. Et donc, je me retrouve avec de l'argent qui tombe en automatique, donc quelques milliers d'euros tous les mois. Donc, c'est trop cool. À ce moment-là, je ralentis un peu la partie prestat de service. Je m'occupe de mon site. Je fais d'autres choses. Je joue au rugby, notamment dans des clubs. Ça me permet de déménager, etc. Et de pas me soucier de l'aspect financier. Ce truc-là, ça va grossir et puis ça va être en fait le moyen de financer mon agence par la suite. Parce que c'est ça en fait, si on parle de la muse, c'est parce que finalement, après, c'est avec une ambition assez nouvelle que tu te dis, tiens, je vais refaire de la presse à service, mais cette fois-ci avec plus d'intention, avec une plus grosse volonté, avec un plus haut niveau. Ouais, c'est ça. En gros, la muse, elle me permet de générer de l'argent. Je tombe là, je crois que je dois avoir 25, 26 ans. Et en fait, le truc, c'est que ça me génère de l'argent en automatique. Je peux pas exactement expliquer ce que c'est parce qu'en fait, une muse, réellement, en fait, ça n'a de valeur que sa thématique. C'est une asymétrie de marché. Il y a X personnes qui cherchent sur Google, il y a Y personnes qui proposent un service. En fait, on essaie de se placer là-dedans. Bon. Donc, en fait, si je dis ce que je fais et que les gens voient, il a une voiture sympa, il part souvent en vacances, etc., bah, tu peux être sûr, en fait, que mon business va tomber. Donc, j'en Ouais. parle pas, mais surtout, j'ai rien à raconter parce que, en fait, quand on regarde 90% des conversations qu'on a avec les gens, c'est concernant notre boulot, quoi. Et encore maintenant, ça va mieux. Mais bon, il y a 15 ans, c'était quand même ça. Et donc, je sais pas, enfin, voilà, j'ai une quête de sens. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter un business alibi. Et donc je me retrouve à monter une agence web. Donc je le fais pas du tout pour les bonnes raisons. Hein. Je le fais par une sorte, voilà, par une quête de sens perso. À l'époque, je connais pas mes maîtres, c'est pas mon coach mindset, c'est pour ça. Et, euh, et donc je me retrouve à monter une agence. Et à la fois, c'était une bonne idée. Puis, mais vu que c'était pas pour les bonnes raisons, c'était dans les pires conditions. Voilà. Mais du coup, tu as vu avec cette agence des conditions de marché qui t'ont déplu et tu t'es dit, allez, c'est parti, Robin des Bois,
J'ai quelque chose Ouais. à proposer moi aussi. C'est ça, stratégie Robin des Bois. C'est un terme qu'on a défini aujourd'hui. Je sais pas si tu l'avais déjà ce terme-là? Ouais, je l'avais. Ouais, 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 Ok. je Bon, suis d'accord. spécialiste. Ok, bon. Bon, en gros, si tu veux, à cette époque-là, et encore, je pense, les pages jeunes, donc SoLocal, etc., tous ces services-là, sont en fait des gros faiseurs de sites internet. Et en l'occurrence, quand je regarde les sites qui sont proposés, les tarifs qui sont pratiqués, et surtout les pratiques commerciales que les clients, je vais pas dire vivent, mais subissent, pour être poli. On va pas partir en procès pour diffamation, donc on va rien dire. Mais bon, vous avez compris ce que j'en pense, les amis. Euh, en fait, on se retrouve. Moi, je me suis là en mode, mais c'est pas possible de payer un truc aussi cher de ce niveau-là. Et donc, du coup, je crée une stratégie autour de ça. J'aspire tous les sites qui sont produits par les pages jaunes, par thématique et par code postal, et je les contacte un par un. Alors quand je dis je, j'ai une armée de commerciaux parce que vu qu'on a la muse qui nous permet en fait de générer de l'argent, ben cet argent je le réinvestis dans cette agence-là pour passer d'un business un peu secret à un business giga public. Et donc, euh, et donc, on fait du call sur des listes qu'on aspire sur Google. Vu que tous les sites sont produits avec les mêmes templates, dans les mêmes conditions et tout, c'est hyper facile de retrouver les informations. Et donc on fait ça. Et à cette époque-là, la boîte, mon agence, Composer, me coûte environ 50 000 euros tous les mois. Donc heureusement que j'ai l'autre truc à côté. Parce que 50 000 euros, qui a 50 000 euros à dépenser tous les mois? Pas grand monde. 50 000 euros parce qu'il y a jusqu'à 15 personnes, tu disais? Ouais, il y a À eu payer? environ une quinzaine de personnes. Et il y a des bureaux dans rue Fondodège à Bordeaux. Et puis on a, c'est une boîte, donc il faut la faire vivre, il faut faire de la cohésion d'équipe, il faut mettre en place des outils, etc. Il y a des serveurs, il y a tout ça. Donc, ouais, ça coûte de l'argent. Et donc voilà. Et donc on fait du brute force, c'est-à-dire qu'on appelle la liste à longueur de journée. Et en fait, ça aspire ton âme ce genre de business parce que on y va en expliquant, voilà, il y a un problème. Vous avez acheté un site internet à ces gens-là. En l'occurrence, ce site internet, vous auriez dû le payer 5 ou 6 fois moins cher. Et en plus de ça, le truc, c'est qu'il est pas bon, il est pas référencé, c'est des trucs standards, il est pas personnalisé. Là, il y a des erreurs il y a des fautes d'orthographe à tel endroit, etc. Et en fait, moi, enfin, mes commerciaux ont des gens au téléphone, ils disent, attendez, mais monsieur, d'accord, je comprends, mais en fait, je comprends rien à ce que vous me dites. Ok, je vois votre démarche, ça a l'air de partir d'un bon sentiment, mais bon, laissez-moi bosser. Moi, je suis plombier à Libourne. Laissez-moi, je suis sous un évier là, il faut que je débouche. Vous m'emmerdez avec votre truc. Et là, t'es là, ouais, ok. Donc en fait, je suis en train de te dire que tu vis un problème, mais toi, t'en as rien à faire. Ben en fait, c'est ça le principe du marketing. En fait, tu vas pas vendre un truc. Enfin, il peut y avoir un problème, tu vois. Ça se trouve, j'ai une maladie incurable là en ce moment même, mais en fait, je le sais pas. Donc en fait, je suis en ultra bonne santé. Si demain tu m'annonces en fait que j'ai un problème dans le sang ou un problème dans mes os ou je sais pas quoi, bah oui, de suite, ça va rien. Je vais considérer le problème. Mais là, en ce moment, ça va bien. Donc voilà. Et ben, c'est exactement le cas de ces clients-là. Enfin, ces clients. Ils sont jamais devenus clients, mais ces prospects, ces personnes-là en tout cas, c'est qu'ils n'avaient pas conscience du problème. Et donc oui, il fallait qu'on appelle 1000 personnes pour faire une vente. Oui, d'accord, mais c'était genre invivable, quoi. Pas une vie, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que moi, au premier abord, je me dis, mais bien sûr, elle est intelligente, cette stratégie, cette tactique, en fait. On se dit, bah oui, je repère des patterns, et puis j'appelle les gens, et puis moi, j'ai repéré un problème, et puis j'ai plus qu'à leur dire, ben voici le problème que vous avez, moi, je viens le résoudre. Donc, Robin des Bois, avec moi, sera moins cher, ici et ça, je suis le sauveur, et pour autant, c'était nul, c'était pas une bonne idée du tout. Ouais, parce qu'en fait, dans la vente et dans le marketing, mais ça, et je le raconte maintenant, tu sais, une fois que l'histoire, elle est belle, une fois qu'elle est terminée. Mais en gros, tu ne dis jamais un truc que la personne d'en face, elle ne sait pas. Si là, je commence à te parler en taïwanais, je crois que tu parles pas taïwanais, ça va pas spécialement t'intéresser à la conversation, même si je te raconte le secret du Saint Graal, tu vois. Vu que tu comprends pas ce que je te dis, ben, tu t'en fous. Et ben là, c'est pareil. Mais il y a une histoire de posture. On donnait l'exemple tout à l'heure dans ta communauté. C'est un peu comme quand tu parles à tes enfants. On a des enfants du même âge qui se connaissent d'ailleurs. Quand tu parles à ton fils ou à ta fille, tu te baisses et tu dis, bon, écoute, ce que tu fais, c'est voilà, nanana. Et en fait, en posture, tu t'accroupis, tu te mets à peu près à son niveau et tu parles avec des mots qu'il comprend. Ben, c'est pareil avec un contact professionnel. Tu ne dis rien qu'il ne sait pas. Parce que, bah, tout simplement, tu crées du flou et les gens déconnectent, quoi. Donc voilà, ça, je l'ai compris, à mes dépens, après, quasiment un an à burn des grosses sommes pour financer ce projet. Ouais, parce qu'au final, on se disait, il t'a fallu 10 à 12 mois pour trouver une spécialisation, pour trouver quelque chose de plus pertinent. Mais en attendant, ces 10 ou 12 mois, c'est cher, mais c'est un apprentissage. Parce que ce que tu avais aussi, c'était en gros, j'ai une hypothèse, et avec une belle rigueur et de façon scientifique, je dois la tester, cette hypothèse. Je dois m'assurer que cette intuition que j'ai se révèle vraie ou fausse. Le Ouais. passage à l'action est obligatoire. Exactement. En fait, quand on a une hypothèse, il faut la tester de manière significative pour avoir un échantillon, voilà, on reprend l'exemple des enfants. Quand ils ont une moyenne à l'école, si c'est une moyenne sur 2 notes,
tu vois, bon, c'est compliqué. Mais si sur une dizaine de notes, on est d'accord que la moyenne est plus stable. Le delta, l'échantillon est plus. Ben là, c'était pareil. Mais là, il y avait autre chose. C'est que vu que je le faisais pour des mauvaises raisons, j'ai tendance à m'accrocher à ce projet-là. Donc ça, c'est encore autre chose. On dévie un petit peu. Hein, on pourra parler de la mission de vie plus tard si tu veux. Mais là, on dévie. Mais c'est, ouais, en gros, je voulais vraiment, vraiment le tester. Et en fait, un jour, un- vraiment, mais par hasard, il y a une personne dans l'équipe qui dit, ben, je vais contacter à l'époque c'était les médecins esthétiques, donc comme les chirurgiens esthétiques, mais en gros c'est de la médecine. Par exemple, un grain de beauté c'est la médecine, se refaire la poitrine c'est la chirurgie esthétique. Tu vois, c'est ça la nuance. Mais en tout cas, le point commun entre ces deux thématiques-là, c'est que c'est des métiers qui sont encadrés. C'est des métiers qui sont encadrés, qui ont un conseil de l'ordre. Et en fait, on a ben, une personne dans l'équipe commerciale qui dit, ben, je vais contacter tous les médecins esthétiques de Bordeaux et je vais voir ce que ça donne. La veille, il avait dû faire les plombiers à Libourne et l'avant-veille les charpentiers à Clermont-Ferrand, tu vois. Enfin voilà, c'est donc là, bon, il jette une pièce et on voit bien ce que ça donne. Et il tombe sur quelqu'un. Cette personne-là tombe sur quelqu'un qui dit non mais c'est hyper intéressant parce que justement on a un problème avec le Conseil de l'ordre puisqu'on a un site internet, on est déjà passé par un de vos confrères, on savait bien qui c'était, hein, c'était les pages jaunes. Et en fait ils n'ont pas du tout respecté la déontologie. Et on se retrouve embêté avec le conseil de l'ordre. Ils veulent qu'on enlève le site internet. Et il dit bah oui, bah, du coup on va venir, etc. Et en fait, bah, on en parle en débrief commercial, etc. Et puis il y a ce premier business qui se fait. Puis un deuxième qui voit en fait que le site est conforme et que en bas il y a marqué composeur, le nom de l'agence. Du coup il clique dessus, il nous contacte. Donc là on a un lead entrant, ce qui était très rare. Et donc on fait une deuxième vente et etc., etc. Et là, on se dit, mais attends, mais il faut qu'on pousse ce truc-là à fond. On a mis le doigt. C'est qu'en fait, ils ne savent, le prestataire ne sait pas répondre aux exigences de la réglementation. Du coup, bah, c'est ça notre niche. Et ensuite, on a fait toutes les autres niches qui étaient des niches qui étaient encadrées par des conseils de l'ordre, les avocats, donc les médecins, et tous ceux qui étaient régulés et réglementés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est quand tu vends en fait des produits financiers, tu peux pas communiquer de la manière dont tu veux. T'as un cahier des charges également. Et donc on s'est spécialisé là-dedans. On a arrêté de faire du phoning en mode brute force comme ça. Et c'est comme ça qu'on a vraiment trouvé notre positionnement. Ce qui fait que vous, quelque part, c'est à force de tests, d'itérations et à tenter des choses que ce positionnement a fini par arriver. Et Ouais. on se disait aussi, tiens, est-ce qu'il n'existe pas une autre méthode pour trouver un positionnement un petit peu magique, un espèce de cadran, de ikigai avec des cercles qui se chevauchent, genre qu'est-ce que j'aime dans la vie, quelles sont mes passions, quels problèmes j'aime bien résoudre, quelles sont mes compétences, quel ci, quel ça. Et finalement, on s'est dit aussi, ben, il y a deux approches qui se valent tant qu'on va dans l'action. Ouais. En fait, c'est ça. C'est en gros, moi, ma façon de procéder, surtout que j'avais pas de problème d'argent. Donc c'est facile en fait de fonctionner comme Oui, ça. Mais ma façon de procéder, c'est OK, on y va, on verra. On teste. C'est mon profil. Il y a des profils qui sont pas comme ça. Il n'y a pas de jugement de valeur ni de l'un ni de l'autre. C'est juste que moi, je sais que je suis comme ça. J'ai des potes qui sont comme ça et j'ai des potes qui sont autrement. Et il n'y a pas de meilleur entrepreneur que d'autres. Il n'y a pas de bonne. On en parlait tout à l'heure en débriefant. Il n'y a pas de bonne façon d'entreprendre du tout. Mais il faut juste se connaître pour que ça soit écologique avec soi. Et il y en a, ils vont être plus dans l'intellectualisation du truc. Ils vont plus cérébraliser le truc. Ils vont plus essayer de le réfléchir. Essayer de voir des joueurs d'échecs. Moi, je suis pas un joueur d'échecs. Moi, je suis un joueur de rugby. Ok. Même s'il y a quand même des patterns, il y a quand même quelques patterns. Mais donc voilà, moi, je suis plus dans la réaction. J'y vais et je vois. Et il y en a d'autres qui sont plus dans la réflexion. Et le seul truc, c'est que déjà, il faut choisir la stratégie qui correspond à notre profil de personnalité. Mais il y a aussi des enjeux en face de chacune de ces stratégies. Moi, par exemple, vu que je suis un fonceur, il fallait que j'itère sur un nombre de niches, de thématiques pour tester des choses. En gros, vraiment, je jetais des dés jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais il faut que je me mette un garde-fou de jusqu'à quand je suis dans ce truc-là. Parce que sinon, c'est la roue du hamster. oui. Et alors moi, j'avais des enjeux d'ego, j'avais des enjeux de mindset, etc. Donc c'était pas hyper bien, tu vois. Mais en tout cas, c'était ça mon truc, de dire, ok, jusqu'à quand on y va. Et pour les autres profils, ceux qui sont plus, comment dire, ouais, plus dans la stratégie, eux, il faut pas qu'ils tombent dans l'inaction. Parce qu'au fond de ton lit, c'est facile de faire des business plans, mais vu que tu rajoutes aucune information, ben en fait, le business plan, il va toujours tendre vers zéro, parce que tu as une sécrétion de cortisol qui est absolument normale, donc l'hormone du stress, et tu vas dire, l'idée de géniale que tu avais à minuit, arrivé à 3 heures du matin, c'est la pire des trucs, et on va te saisir la maison si tu la mets en place, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Donc, et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, c'est une boucle comme ça. Donc, pour les uns, il faut se mettre des garde-fous pour pas rester accroché à un projet qui ne sera jamais un bon projet. Et pour les autres, il faut arriver à se mettre un coup de pied aux fesses en disant, OK, je vais me lancer. Malgré le fait qu'on prévoit. Mais voilà, c'est un peu les deux enjeux. Il n'y a pas de bonne stratégie. Il faut juste qu'en fait, il y a surtout des mauvaises stratégies, celles qui ne sont pas adaptées au bon profil. Mhm. Et au-delà de ça, les profils plus analytiques, il faut aussi se dire, ok, si j'ai une hypothèse,
je la pose, et surtout, je passe à l'action derrière. Et avec suffisamment de volume. On disait tout à l'heure, il faut avoir fait 10 ou 15 collaborations avec les coiffeuses du Loir-et-Cher pour se dire, ok, j'ai envie de continuer à travailler avec elles, ou en fait, c'était une mauvaise idée. Il faut suffisamment de volume pour avoir une réponse aussi. C'est ça, en fait, il faut arriver en fait, quand on lance une boîte ou qu'on essaie de se spécialiser, ce que l'on veut, c'est se créer des certitudes. Et comme on le disait avec la moyenne tout à l'heure, hein, il faut un delta qui est en mathématiques, il faut que le delta soit intéressant pour que l'échantillon soit significatif. Quand on teste des trucs, des vaccins, on le teste pas sur 2 personnes, on va le tester sur un panel immense. Ben voilà, c'est pour valider le truc. Donc là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il en faut 10, est-ce qu'il en faut 15? Parce que c'est souvent comme ça. C'est un peu comme quand on dit, les amis publiés sur les réseaux sociaux, dire, OK, mais combien de posts par semaine? Je sais pas, mais en tout cas, assez significativement pour qu'on puisse vraiment en tirer des conclusions, que ce soit pas des signaux faibles. Donc si c'est 10, c'est 15 ou c'est 20, à voir. Les coiffeuses dans le Loir-et-Cher, c'est peut-être un petit peu niche, mais c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Oui. On les salue d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu niche, mais c'est un échantillon qui est significatif. Voilà. Pour en tirer des conclusions. Et aussi ce sujet du positionnement, donc généraliste ou spécialiste, il est super intéressant parce qu'il y a plein d'injonctions, on les voit passer sur LinkedIn et tout ça, comme quoi il faut absolument se nicher, il faut absolument se spécialiser. Alors déjà, sur le papier, c'est une bonne idée de se spécialiser et de se nicher. Plein de choses deviennent possibles après, plein de choses deviennent plus faciles aussi, selon ce que l'on choisit, mais c'est pas forcément à n'importe quel moment. En fait, c'est ça. C'est qu'au départ, il faut accepter d'être une sorte de parabole. C'est je capte des signaux. Je teste des trucs, je teste des hypothèses. Entreprendre, c'est tester des hypothèses. Il n'y a pas de bouton magique qui dit, OK, voilà la bonne méthode. Hein, voilà. Tu vends des formations, je vends des formations. Mais le point commun, c'est que nous, on n'est pas des vendeurs de rêves, on vend des accompagnements. Et donc, en fait, on explique que c'est un protocole de test. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien et que on a aussi un avis assez critique sur d'autres confrères, qui n'ont pas la même façon de voir la vie. Donc ça, c'est un point. Il n'y a pas de bouton magique. C'est un protocole de test. Et ensuite, tu vas voir, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Il y a le fait que c'est performant pour la boîte. OK. Commercialement, ça fonctionne. Parce qu'une boîte, c'est quand même développer son chiffre d'affaires. Hein. On a tendance à l'oublier, mais c'est ça la vocation d'une boîte. C'est pas autre chose. Hein. Le reste, c'est des ONG. C'est complètement différent. Même, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est encore autre chose. Donc, ça fonctionne pour la boîte, mais surtout, c'est écologique pour moi. Il y a des gens, ils peuvent te ramener beaucoup d'argent. Si t'as pas envie de bosser avec eux, que tu te lèves le matin et que t'as pas envie d'aller bosser, t'as pas envie d'allumer l'ordi, c'est vachement dommage. Tu viens de te lancer en freelance pour faire des sites internet et tu as les mêmes comportements que quand t'as le même ressenti que quand tu étais le collaborateur de quelqu'un. Donc c'est quand même dommage de se recréer une prison. Donc on évite ça. Donc il faut que ça soit écologique. Et ça, c'est les 2 paramètres. Et il y a des gens avec qui on va aimer travailler et en plus de ça, on va avoir des performances. Tu parlais d'ikigai, c'est un petit peu ça. Là, on va juste faire un ikigai en deux et pas avec tout ça, pas avec les multi-paramètres, mais juste 2 paramètres dans cet ikigai. Et ensuite, donc voilà, donc c'est écologique et c'est performance. C'est ça pour moi les 2 critères discriminants éliminatoires. Voilà. Parce que sur le papier, une fois qu'on est spécialisé ou niché, ça veut dire que mécaniquement on peut augmenter les tarifs parce qu'il y a un signal différent qu'on envoie au monde, c'est et votre problématique à vous là que j'ai très bien choisie, je la connais, je la maîtrise. Tu Ouais. vas même jusqu'à parler d'un manifeste, toi, c'est ça? En fait, pour qu'on soit vraiment perçu comme un sachant sur la thématique, par exemple, tu vois, chirurgie esthétique, j'en ai pas fait, tu vois, j'aurais peut-être dû, mais j'y suis jamais allé. Mais en tout cas, si je veux prendre la parole sur ces sujets-là, ce qui est intéressant, c'est de poser, en gros, notre constat de marché, notre manifeste. Le premier paramètre, c'est justement, qu'est-ce qu'on a compris du marché? Comment il est structuré, comment il fonctionne? Le deuxième point, c'est les problèmes que l'on a vus. Okay. Il y a un problème, en l'occurrence, nous, sur la médecine esthétique, il y a un vrai problème de irréputation. Parce qu'il y avait même il y a même des scandales, il y a même il y a du rançonning en échange de témoignages, des trucs vraiment obscurs, tu vois. Donc ça, on l'avait identifié, c'était des problèmes. Ensuite, on a identifié des solutions. Qu'est-ce qui était possible de faire? Et ensuite, on identifie une dystopie. C'est OK, t'es chirurgien esthétique ou t'es médecin esthétique, tu te bouges pas. Voilà à quoi va ressembler ta vie, voilà à quoi va ressembler ton business. Si vraiment tu laisses les problèmes grossir sans appliquer les solutions, voilà la dystopie. Et enfin, l'utopie. C'est-à-dire, OK, il n'y a plus de problème, tu as tout implémenté, voilà à quoi ressemble ta vie, voilà à quoi ressemble ton business dans ton marché. Et quand ça, on le pose, la ligne éditoriale, elle est toute faite. Les conversations que l'on va avoir dans la salle d'attente du chirurgien esthétique avec sa secrétaire, elles sont toutes faites. Le contenu que l'on va faire sur notre site, sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, c'est tout vu aussi. Donc voilà, une méthode toute simple pour mettre en place quelque chose. Et juste un truc, on peut avoir l'impression, souvent c'est une objection, que quand on spécialise, on loupe des opportunités. Ça, c'est le truc que j'entends tout le temps et que même moi, je me suis posé la question. Il y a 2 trucs. Il y a ce qui est public et il y a ce qui est privé. Si votre
carnet de commandes vous permet d'accepter des opportunités entrantes, non pas dans votre thématique principale, mais dans des trucs à côté, moi, je vais jamais vous dire de refuser un business. Ok, on a des enfants à nourrir, on a peut-être des parents dont on doit s'occuper, des baraques à payer, des vacances à financer, bref, on est tous dans ce cas-là, ok? On va pas se cracher sur du business. Par contre, je suis pas obligé de le mettre sur mon portfolio. Je suis pas obligé d'en parler, voilà. Je peux le faire de manière discrète, pas de manière secrète. On n'a rien à cacher. Si demain tu fais le site d'un boulanger alors que tu travailles avec des fleuristes, d'ailleurs, le monde s'en remettra. Il n'y a rien à cacher. Mais en gros, on peut orienter notre stratégie, mais malgré tout accepter certaines opportunités. Si c'est pas du défocus, si ça ne nous éloigne pas de notre objectif principal, et si notre bande passante en termes de prod nous le permet. Et pour finir, il y avait une notion super importante qu'on a développée, qui a été inspirée par Théo Lyon, c'est le fait d'être le pari le moins risqué Ouais. pour un client donné. Client qui potentiellement va se dire, bah tiens, moi je veux un site internet, je suis prêt à payer une entreprise plus cher parce que je veux avoir la certitude qu'il va être bien ce site, qui va me correspondre et qu'on ira au bout. Et un freelance est désavantagé parce qu'il est tout seul, il peut tomber malade, il peut ghoster, il n'a pas de super qui va le crier dessus. Et ce truc-là peut être compensé par la spécialisation quelque part. Ouais, exactement. En gros, une boîte, elle va essayer de dérisquer. Au bout d'un moment, l'enjeu d'un entrepreneur et de son équipe, ça va être de dérisquer. Voilà, ils ont plein de projets. Le site internet, c'est un caillou dans leur chaussure. Qu'on soit clair, moi j'adore le web, toi aussi, on le disait tout à l'heure, mais on reste des sorciers pour 99% de la population. Pour le reste de la population, ce que l'on fait, c'est un truc technique un peu chiant. Il y a des gens qui se passionnent pour les pompes, les pompes hydrauliques. Bon, ben voilà, bon, mais pour eux c'est une passion, pour nous c'est giga chiant, tu vois. C'est un petit peu pareil. Il faut accepter, sortir du syndrome de l'expert et accepter qu'en fait tout le monde n'a pas le même niveau d'appétence pour la thématique. Même si moi je suis giga passionné, je pourrais en parler jour et nuit avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc en fait pour eux c'est un projet parmi tant d'autres. Ils doivent rénover le bâtiment dans le Loir-et-Cher. Ils doivent recruter le nouveau collaborateur en Corse et ils doivent faire le site internet. Voilà. Donc on imagine là où le secrétaire doit avoir en fait ça dans sa liste. Il est débordé, il bosse déjà 40 heures, il en peut plus, etc. Il a ce truc-là, il dit wow, la dernière fois que je l'ai fait avec un prestataire, c'était la galère, délai pas respecté, budget qui a explosé, et en plus les fonctionnalités, il y a rien qu'on avait demandé qui a été. Donc il part déjà avec un petit a priori. Oui. Si on fait un peu le scénario, le sketch de ça, il laisse son truc. Donc il dit ok, ben en fait j'ai le choix entre Gérald le freelance ou alors l'agence 3W Worldwide je sais pas quoi. Bon, en gros, je vais faire plus confiance à l'agence. Je suis même prêt à payer 30, 40, 50% plus cher parce qu'en fait, j'ai juste pas le temps de m'en occuper. Donc autant que je fasse le pari le plus sûr. Et donc ça, ce qui peut compenser, parce que un freelance, c'est pas une petite agence. C'est deux choses différentes. Un freelance, c'est comment dire, il est beaucoup plus agile, alors qu'une agence, c'est des process. C'est des consultants, des clients, des process. C'est ça une agence. Et donc, on va pas se faire passer pour une agence ultra rigide, etc. On va expliquer en fait que on est agile. Et donc, le truc qui peut compenser justement cette taille de boîte qui est complètement différente, c'est c'est en fait la spécialisation. Et c'est un peu le principe d'un côté, tu as un généraliste, de l'autre côté, tu as un cardiologue. Le cardiologue, tu le payes bien plus cher, il y a des dépassements d'honoraires, mais c'est un petit peu pareil. Donc, le fait de se spécialiser dans cette thématique, on redevient le safest bet, comme dit Théo, on redevient le pari le plus sûr parce qu'il dit, OK, dans tous les cas, la relation avec une agence, avec un prestataire, c'est quelque chose à risque. Mais, par contre, celui-ci, il est à risque parce qu'il est agence web, mais il connaît super bien la thématique de la pompe hydraulique. Donc en fait, peut-être que au niveau web, ça va être relou, mais par contre, en termes de thématique, de sémantique, d'usage, de savoir-faire, etc., en fait, il va être ultra bien câblé. Donc, en gros, devient le pari le plus sûr. Super. Et du coup, il y a une grande question aussi, c'est faut forcément devenir spécialiste. On pourrait pas rester généraliste longtemps pour des freelances pour qui c'est confortable et pour qui ça marche aujourd'hui. Alors, se spécialiser, c'est un conseil. C'est un conseil, mais par contre, c'est absolument pas une injonction. On se le disait, moi j'étais traumatisé quand je me suis lancé. Je faisais rien comme dans les bouquins. Donc j'étais là en mode je serai jamais un bon entrepreneur parce que je suis pas X, je suis pas Y, je suis pas Z. Donc du coup, forcément, voilà. Donc déjà ça, vous montez une boîte, vous vous responsabilisez, vous le faites selon votre propre cahier des charges, ok? Ça c'est le premier point. Et deuxième point, en fait, se spécialiser, c'est pas forcément, on le disait là dans les exemples, les fleuristes en Gironde ou les bouchers en Corse, c'est pas forcément ça. On peut se spécialiser sur un problème commun. Par exemple, moi j'ai fait de la formation en physique pendant quelques mois dans une commune
qui a décidé de la mairie quand ils sont passés, quand ils ont été élus, ils ont décidé en fait de couper tous les parkings et donc du coup le centre-ville n'était plus accessible par les gens de l'extérieur. Donc du coup les commerces à l'intérieur de ce centre-ville se sont vidés et donc il y avait un vrai enjeu pour les commerçants de cette ville de se digitaliser. Et pourtant j'avais esthéticienne, j'en avais un qui vendait des guitares, j'avais des maraîchers, des gens qui vendaient des fringues, des habits, des chaussures, etc. Donc en fait, ils n'étaient pas du tout dans la même thématique. Ils étaient juste dans la même ville, mais surtout, ils avaient un problème commun qui était, on n'a plus de monde en boutique parce que les gens ne peuvent plus se garer. Ça, c'est un vrai problème qu'ils avaient reconnu, qu'ils voyaient sur leur chiffre d'affaires. On doit se digitaliser. Et donc, c'était ça le problème que la formation venait résoudre. Digitalisation des commerces en centre-ville qui se désertifient. Voilà. Donc, c'est pas forcément d'une manière démographique qu'il faut voir le problème, mais ça peut être psychodémographique. Et ça aussi, parfois, il suffit de dézoomer. C'est vrai, parce que ce cas-là que tu cites, il arrive dans une commune, dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre, et du coup, on a un marché qui est très très grand, et Exactement. qui en fait, on va créer des ponts, plutôt que d'effectivement se priver de certains marchés. On se dit non, le problème sous-jacent est bien plus important. Exactement. Écoute, merci Gérald pour cette interview. C'était vraiment cool. On espère que ça va vous servir, que avec tous ces conseils-là, vous allez voir plus clair, parce que franchement, on n'est pas pour les injonctions. Ce serait mieux de se spécialiser. Ça peut rendre les choses beaucoup plus faciles, mais c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est pas un truc qu'on fait non plus en claquant des doigts. Et donc, avec tous ces conseils-là, on espère franchement que quelque part, vous allez trouver les clés. Un mot de la fin, Gérald? Toi, tu ferais comment si demain tu devais te relancer? Alors déjà, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était trop bien, aussi bien dans la communauté que sur l'interview. Et moi, si je devais me relancer, je jouerais mon positionnement initial. Ça serait ma sympathie, mon professionnalisme. C'est-à-dire, je sais pas si je suis plus sympathique et plus professionnel qu'un autre, mais il y a certainement des gens dans mon entourage qui le pensent. Je me rapprocherai de ces gens-là et j'essaierai de trouver une compétence monétisable. Et autour de cette compétence monétisable, de voir quel problème ça résout et quel est l'impact du problème dans la vie de ces gens-là. Et je bâtirai ma stratégie autour de ça. Parabole, on est là pour capter les signaux et après on avance. Exactement. Super. Merci beaucoup Gérald Merci. et merci d'être venu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, à bientôt pour une prochaine interview. À très bientôt. Ciao, ciao.